Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody le mardi 7 novembre 2023, s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la rencontre annuelle des membres du comité interministériel NRBC de la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc, au nom de l'équipe d'organisation de cet atelier, ainsi que ceux qui assurent la coordination des différents projets mis en œuvre dans le cadre de cette initiative, souhaiter la bienvenue à tous les participants. Il importe à ce niveau de s'arrêter un instant en vue de saluer les efforts permanents du point focal national, secrétaire exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes, conseiller de son Excellence Monsieur le Premier ministre, le Dr Touré Kader, qui de main de maître assure parfaitement la coordination et le pilotage des projets de cette initiative depuis l'adhésion de notre pays à ce mécanisme en 2013. Sous sa gouverne, ce sont au total 9 projets qui auront connu une mise en œuvre saluée par le bureau régional et par l'Union européenne. Nous souhaitons également la bienvenue à l'expert sur site représentant le bureau régional de la façade atlantique africaine, M. Jawad Anter Hamoun, et le remercions pour sa contribution inestimable et sa disponibilité en ce qui concerne le suivi des activités mises en œuvre en Côte d'Ivoire. À travers vous, chers experts, nous remercions le directeur du bureau régional ainsi que Madame la coordinatrice, j'ai nommé Stéphania Mikunchi. Nous n'oublierons pas les points de contact nationaux qui, en dépit de leurs responsabilités professionnelles quotidiennes, ont toujours su se rendre disponibles et créer un cadre favorable lors des séances de travail, tout en impulsant une dynamique avec pour leitmotiv le respect des délais des livrables conformément au cahier de charges. Un grand merci aux soutiens techniques locaux, dont le professionnalisme n'est plus à démontrer, comme en témoigne leur niveau d'implication depuis la phase de lancement du projet 95, Safety, qui s'est traduit par la qualité des livrables. Toute notre gratitude aux partenaires du secteur privé dans son ensemble et spécifiquement aux entreprises SCCI et Solevo, ainsi qu'aux sociétés d'État, Gestosi, qui, sans hésiter, ont ouvert les portes de leur exploitation industrielle afin de contribuer à instaurer une culture de sécurité à travers l'élaboration des études de danger et des plans d'intervention d'urgence. Enfin, notre reconnaissance va à l'endroit des membres de l'équipe nationale et autres parties prenantes qui, depuis 2013, mettent à disposition leur temps ainsi que leur expertise au service de l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais à présent inviter le représentant du bureau régional de la façade atlantique africaine, donc l'expert M. Jawad Anter Hamoun, pour son allocution. Je suis également ravi de pouvoir participer à ces 2 jours de travaux pendant lesquels j'aurai le privilège de connaître de première main les priorités nationales dans le domaine NRBC. Je n'ai aucun doute que les échanges qui auront lieu dès aujourd'hui nous permettront tous d'aborder la problématique NRBC dans toute sa complexité au plan international et régional, mais sans jamais perdre de vue les nécessités particulières de la Côte d'Ivoire. Dans ce sens, je vous signale ma disponibilité pour apporter mon grain de sel à l'effort national. Soyez également assurés du soutien indéfectible du bureau régional des centres d'excellence NRBC de l'Union européenne à Rabat que je représente ici. Je souhaite donc plein de succès à nos travaux et je vous remercie tous. Le point focal que je suis, de prendre la parole ce matin afin de traduire à toutes et à tous les remerciements de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, président du comité interministériel de réduction des risques de catastrophes. Je voudrais à mon tour vous exprimer ma gratitude ainsi qu'à vos hiérarchies respectives qui ont bien voulu autoriser votre participation à cette activité annuelle. Ma reconnaissance va également à l'endroit de l'expert OSA qui a effectué le déplacement depuis Rabat
en vue de nous assister au plan technique sur les sujets de réduction des risques technologiques. Cher Jawad, à quoi va en terre ivoirienne? Comme nous sommes tous sans l'ignorer, la Côte d'Ivoire a repris. Nous sommes tous sans l'ignorer, la Côte d'Ivoire a repris depuis quelques années son ascension économique qui ne pourrait être effective sans le développement des infrastructures à tous les niveaux. De croissance économique est impulsée par des réformes visant notamment à mettre l'accent sur l'industrie. Puisqu'il est admis que les risques sont inhérents au développement, cette dynamique qui augure des perspectives meilleures devait tenir compte de la sécurité globale afin de garantir la santé humaine, végétale et environnementale, tout en assurant la continuité des activités génératrices de revenus et la préservation des biens de subsistance des populations. Nous gardons donc en mémoire la survenue de plusieurs accidents majeurs ou crises telles que le déversement des déchets toxiques en 2006, la chute d'objets métalliques en provenance d'un satellite en 2020, les inondations qui surviennent régulièrement à travers le pays, en l'occurrence Abidjan, Grand Bassam, les localités situées dans la région de la Maraoué et celle de la Mé, ainsi que dans le Grand Ouest, où les populations sont exposées à la permanence des risques liés à l'occupation des flancs de montagne et des collines, avec pour corollaire entre autres la possibilité que des blocs rocheux se désolidarisent des montagnes et occasionnent de nombreuses victimes dans leurs chutes. Au passage, je voudrais aussi rappeler l'événement qui est survenu récemment à 18 km de Djokwe, notamment à Guéibli, où sur les réseaux sociaux, il nous a été donné de voir des images qui ressemblaient à des laves de volcans, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Donc, une mission conjointe que nous avons tenue avec plusieurs experts ont permis de faire comprendre qu'il s'agissait d'un arc électrique qui avait provoqué cet événement inédit. Et les questions étaient vraiment nombreuses parce qu'il y avait un cratère, effectivement, et il y avait un gaz qui s'échappait de ce cratère, un gaz incommodant, parce qu'il y a un expert de l'ARCN d'ailleurs qui a eu un malaise suite à l'inhalation de ce gaz. En marge donc de ces événements de nature a constitué un frein au développement amorcé par la Côte d'Ivoire. Il se trouve que la survenue de la crise sanitaire, telles que celle liée au virus à Ebola en 2014, au coronavirus Covid-19, contribue à ralentir la croissance économique et partant maintenir les populations les plus vulnérables dans la précarité. Malheureusement, sous les tropiques, non seulement pour une certaine frange de la population, mais également pour bien des décideurs, les catastrophes relèvent de la fatalité. Alors que la compréhension de la notion du risque permettrait à ces deux entités de comprendre qu'en réalité, en dehors des aléas d'origine naturelle qui aujourd'hui sont exacerbés par les changements climatiques, l'action de l'être humain constitue un facteur aggravant en ce qui concerne la survenue des catastrophes. En d'autres termes, la compréhension de la notion du risque peut permettre de mieux appréhender les causes des catastrophes, donc d'être plus résilient face aux risques et lorsque cela est possible de prévenir leur occurrence par une préparation adéquate, une réponse efficace. D'ailleurs, ce constat m'amène à affirmer, sans risque de me tromper, que la mauvaise compréhension de la notion des risques explique à juste titre la tendance de privilégier plutôt l'intervention que l'anticipation. Autrement dit, la gestion des catastrophes au détriment de la réduction des risques de catastrophes qui se traduit entre autres par le renforcement des capacités de prévention et de préparation en amont ou encore de relèvement et de reconstruction en aval. Encore là, il s'agit de dispositions à prendre bien avant que la crise ne survienne et non au cours de la gestion du sinistre. Face donc à cette situation qui constitue la principale faiblesse de la plupart des systèmes en termes de prévision, d'anticipation et de réaction à apporter lorsque les catastrophes ou accidents surviennent, il s'avère nécessaire que tous nous nous inscrivons dans une démarche de redynamisation du secteur de la réduction des risques de catastrophes. Et cette redynamisation, le gouvernement ivoirien l'a compris en prenant en 2012 le décret numéro 2012-988 du 10 octobre 2012
qui a permis la création de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Dans cette perspective, la Côte d'Ivoire a également marqué son adhésion à l'initiative des centres d'excellence de l'Union européenne en 2013. Toute chose qui lui a permis de disposer de son tout premier plan d'action national, NRBC en 2015, suivi le 23 décembre 2020 de l'adoption d'une nouvelle stratégie nationale de réduction des risques censée couvrir la période allant de 2020 à 2030. Cette stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, faut-il le préciser, s'inspire du cadre de Sendai 2015-2030 qui demeure le principal référentiel mondial édicté par le système des Nations Unies en matière de réduction des risques de catastrophes. Ainsi, voilà donc plusieurs dispositions qui attestent de l'engagement du gouvernement à faire de la protection des personnes et des biens une priorité nationale. Mesdames et messieurs, si nous sommes ici réunis ce matin, c'est bien dans le cadre de l'adhésion de notre pays à l'initiative des centres d'excellence de l'Union européenne qui vise entre autres à accompagner les pays partenaires membres dans le développement d'une culture de sûreté et de sécurité face aux menaces, risques ou catastrophes pouvant tirer l'origine des matières d'origine NRBC. Que ces menaces, risques ou catastrophes soient d'origine criminelle, à savoir des actes de terrorisme, la prolifération d'agents dangereux, les vols, sabotage ou trafic illicite, la pollution intentionnelle de l'environnement, la dissémination d'agents bactériens ou viraux, etc., ou qu'elles soient d'origine accidentelle, les catastrophes industrielles, notamment chimiques ou nucléaires, la déficience dans le traitement des déchets ou leur transport, ou qu'elles soient d'origine naturelle, à savoir principalement les pandémies. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais rappeler quelques projets mis en œuvre avec l'appui de l'Union européenne à travers son initiative des centres d'excellence en Côte d'Ivoire depuis notre adhésion en 2013. Il y a eu tout d'abord le projet 35 qui a été mis en œuvre de 2015 à 2018. Ce projet a permis le renforcement des capacités d'une centaine de nos concitoyens dans le domaine de la gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux, consécutivement à la crise liée au déversement des 528 tonnes de déchets toxiques en 2006. Comme principal acquis de ce projet, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose d'un répertoire de 20 laboratoires nationaux dont les techniciens ont été formés et sont capables de faire toutes les analyses possibles, contrairement à ce qui est advenu lors de la crise de 2006 où les échantillons ont dû être analysés en Europe avec un temps d'attente de près de 2 semaines avant d'identifier la nature réelle des déchets toxiques et permettre au corps médical de prescrire les traitements appropriés. Ensuite, il y a eu le projet 41, précurseur du projet 69, qui visait quant à lui le renforcement des capacités dans le domaine de la prévention des accidents chimiques graves qui peuvent survenir au sein des installations classées ainsi que la protection des populations aux alentours. Il s'agissait également d'inciter les parties prenantes sans exclusive aux bonnes pratiques de sécurité industrielle telles que la réalisation des études de danger, d'impact environnemental et de plans d'urgence que sont les POI et les PPI. Suivra ensuite le projet 48 qui a été mis en œuvre dans la même période avec comme retombée le renforcement des capacités dans le domaine de la gestion des crises épidémiques. Ce projet me rappelle fortement notre regretté ami et frère, le docteur Lamine, qui nous a quittés suite à un accident de la circulation. Malheureusement, un garçon très dynamique, le médecin-colonel Lamine. Dans le cadre de ce projet, plus d'une soixantaine d'experts nationaux ont été formés au Maroc, au Sénégal, au Bénin, au Cameroun et ici même à Abidjan. D'ailleurs, c'est dans le bassin d'experts qui ont participé à ces formations qu'ont été recrutés ceux qui ont dispensé les formations à l'intention des intervenants dont le rôle consiste à prendre en charge les dépouilles lors de la crise liée au Covid pour une animation sûre et digne. Si vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu la crise du Covid, il y a un protocole qui a été établi. Donc, les corps des personnes décédées ne peuvent pas être traités ordinairement comme dans les cas de décès normal. Et il y avait une urgence à ce que tous les acteurs, les premiers intervenants sur le territoire national soient formés à la manipulation des personnes décédées. Et il y a eu aussi une campagne de communication
à l'endroit des communautés, de toutes les communautés, pour qu'ils comprennent la nécessité des obligations à respecter dans le cadre de la situation de crise. Ça nous a permis, même les ateliers que nous avons organisés, à nous pencher sur la question de l'accès à nos cimetières et tout ce qui peut être afférent à la question de la sécurité des cimetières. Il y a un projet que nous sommes en train de préparer. Parce que déjà en 2019, lorsque nous sommes allés faire un atelier rétex à Grand Bassam suite aux inondations, il y a le problème du cimetière qui a été posé. Lors de cet atelier, on a posé la question aux autorités. Pendant les 2 semaines où la ville était à 50 cm sous l'eau, y a-t-il eu des décès? Bon, on n'a pas pu nous dire combien de décès il y a eu. Y a-t-il eu des naissances? On n'a pas pu nous dire combien de naissances il y a eu. Où est-ce que vous enterrez les corps? Puisque l'eau est partout, il n'y a pas eu de réponse et ça a été difficile. Heureusement que le préfet de Grand Bassam, en son temps, c'est l'actuel directeur général de l'ONPC. Donc cet atelier rétex nous a permis de mettre en exergue un certain nombre de difficultés liées à la question de sécurité, que ce soit en temps normal ou en temps de crise. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un projet qui est en cours de préparation à ce niveau. Ça peut être un peu comme sinistre, personne ne pense à un cimetière, mais je pense que nous, notre rôle, c'est d'analyser tous les risques et puis d'alerter le gouvernement sur tout ce qu'il peut avoir comme préoccupation et prendre les résolutions. Les projets 19 et 21, quant à eux, concernaient la sécurité d'accès aux sites sensibles, ainsi que le contrôle aux frontières et portes d'entrée du pays. Souvent, quand on parle de porte d'entrée, les gens se disent, mais porte d'entrée, c'est la frontière. Non. Il y a par exemple les services postaux, DHL, FedEx, ça c'est des postes de porte d'entrée. On se rappelle, dans le temps aux États-Unis, il y a eu une crise liée à l'anthrax, où c'est par des enveloppes qu'on a empoisonné les populations. Donc, à l'occasion de ce projet, il y a plusieurs de nos douaniers qui ont été formés, ainsi que des policiers au Maroc et puis en Croatie. Le projet 70 a permis à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'équipements spéciaux d'intervention en cas d'accident impliquant le TMD d'une valeur de plus de 300 millions de nos francs au bénéfice du groupement des sapeurs-pompiers militaires qui peut se réjouir aujourd'hui de disposer d'une équipe d'intervention NRBC. Je voudrais saluer au passage le colonel Oulaï qui travaille beaucoup à faciliter les choses avec le GSPM. Initialement, c'était le colonel Karamoko, aujourd'hui qui sert ailleurs. Le projet 71, dont l'objectif visait l'amélioration de la sécurité du transport des marchandises dangereuses par route et par voie ferrée. Dans le cadre de ce projet, plus d'une centaine d'acteurs nationaux de la chaîne de transport ont pu bénéficier de formations à Abidjan, San Pedro, Daloa, Soukro, Bouaké, Korogo, Abengourou et Man. Le projet 86 qui permet aujourd'hui, et pour la toute première fois en Afrique, de former nos experts à un master professionnel en gestion des risques NRBC, mis en œuvre conjointement par l'Université de la Haute-Alsace en France et l'Université internationale de Rabat au Maroc. Ce projet permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'être fier de disposer de 6 experts diplômés à ce curriculum de formation. Enfin, le projet 95, actuellement mis en œuvre, fusionne les projets 69 et 71 à l'effet de combler les déficits identifiés au terme des projets précurseurs. Au-delà de nombreux ateliers organisés au niveau national dans le cadre de ce projet, celui-ci a permis aux experts locaux de proposer une actualisation des tests réglementaires selon les normes internationales en vigueur. Dans le domaine de la gestion des installations industrielles à haut risque, il y a eu le document de cadrage portant sur les régimes et la nomenclature, notamment au niveau du CIAPOL, ainsi que des projets de tests relatifs au transport des matières dangereuses, autrement dit le premier projet de test de loi sur le transport des matières dangereuses en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans exprimer ma reconnaissance à l'Union européenne qui, à travers l'initiative des centres d'excellence,
et notamment des projets mis en œuvre ne ménagent aucun effort pour accompagner la Côte d'Ivoire vers la mise en norme aux normes de sa politique de gestion des risques liés aux matières d'origine NRBC. Et surtout en ce qui concerne le renforcement des capacités des acteurs nationaux. À ce sujet, je voudrais féliciter officiellement, c'est indiqué, les 6 experts ivoiriens bénéficiaires du projet 86 et spécialistes en gestion des menaces NRBCE. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je déclare ouvert la rencontre annuelle des membres du comité interministériel de réduction des risques NRBC et vous souhaite de bons travaux. Merci.